Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous parlerons médiumnité en compagnie de Barbara Roussel. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Barbara Roussel, bonjour, merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc vous êtes médium. Quel a été votre parcours? Comment avez-vous découvert votre médiumnité? C'était très tôt, c'est-à-dire que je ne m'en souviens pas. En fait, j'étais vraiment très jeune. J'étais une enfant, on utilise souvent ce terme aujourd'hui, qui est très à la mode, hypersensible. En fait, j'avais déjà des capacités extrasensorielles développées, en tout cas bien présentes. Et c'est lorsque j'ai découvert la musique et que je jouais du piano que je me connectais instantanément au monde invisible. Je vivais des choses merveilleuses, je voyais des images, des personnages et surtout j'entendais nettement les êtres invisibles de la même manière en fait que les personnes bien physiques qui m'entouraient. Donc le début de mon histoire, ça a été la musique. La musique était toute ma vie. Et c'est en jouant, en me connectant, mais comme ça, à la musique, que j'ai découvert tout ce monde invisible qui nous entoure. Alors finalement, vous dites que vous perceviez les entités, comme on perçoit les personnes physiques, de la même façon? Donc pour décrire ce phénomène, je dirais que je recevais des images aussi précises que lorsque je rencontrais quelqu'un. C'est comme un cinéma. Voilà. Comme un hologramme, finalement. Oui, complètement. Ce qui était très frappant chez moi au départ, c'était surtout la clairaudience et le fait d'entendre les entités, les âmes, mais pas seulement. C'est-à-dire que déjà très jeune, donc j'ai commencé le piano à l'âge de 3-4 ans, je distinguais la différence entre des guides spirituels, des anges, des êtres de lumière, des âmes, des entités, au niveau du son, de la voix. Et c'est quelque chose que j'ai développé en grandissant de plus en plus avec finesse. Mon oreille a été vraiment formée à ça, au fait de distinguer la différence entre certaines énergies. Mais quelque part, c'était instinctif? Ça a été complètement spontané chez moi. À cet âge-là, on ne peut pas chercher en fait à développer ça, pas du tout. Donc c'était quelque chose qui était là, qui était présent. Je n'ai pas pu en parler véritablement avec mon entourage à l'époque. J'étais pas très très rassurée. Et puis, oui, c'était pas un sujet que l'on abordait facilement dans ma famille. Donc durant des années, j'ai gardé ça quasiment secret. C'est vraiment lors de mon adolescence que, à partir du moment où j'étais un peu plus autonome pour aller chercher des informations, que j'ai découvert que je n'étais pas la seule à vivre ce type de phénomène. Mais à ce moment-là, je me posais pas la question parce que cette connexion était très nourrissante, très enrichissante. Et puis, mon premier grand rêve, c'était de devenir pianiste. Donc, j'ai travaillé la musique durant des années et puis je suis devenue professeure de musique, professeure de piano, concertiste. Et ce lien me satisfaisait complètement, en fait. J'étais connectée comme je le voulais. Donc, j'ai jamais cherché, en fait, à devenir médium d'une façon officielle. Alors, vous faites un rapport entre la médiumnité et la musique? Ah oui, oui. Ouais. Je pense que vraiment la musique est une clé, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, donc j'essaie de la partager, mais est une clé pour transformer nos fréquences vibratoires. Vous savez, en tout cas, ce que je crois, c'est que nous sommes avant toute chose un être
vibratoire, avec des vibrations uniques. Et la musique transforme spontanément, instantanément nos vibrations. Alors, certaines formes de musique, la musique classique par exemple, des musiques qui peuvent être joyeuses, des musiques latines qui transportent, mais aussi il y a des musiques qui peuvent être destructrices quelque part. Oui, tout à fait. On s'en sert... mais c'est comme dans tous les domaines. Hein. Finalement, on peut se servir de qualité pour construire quelque chose de beau, de bien, ou quelque chose de très négatif. Oui, tout à fait. Tout dépend de l'endroit où on se place et de nos choix. C'est très personnel et de notre chemin. Donc quelque part, la musique positive fait élever nos vibrations et peut nous faire entrer en contact avec ces dimensions. Oui, et surtout nous permet d'entrer dans un plan supérieur avec grande facilité, finalement de façon tout à fait naturelle, sans forcer quoi que ce soit. Et du coup devient réellement source d'inspiration. En tout cas, nous permet certainement de nous connecter beaucoup plus facilement à notre part divine. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression, le jour où vous avez décidé de faire de la musique, est-ce que vous avez eu l'impression que ça a augmenté justement votre sensibilité pour contacter justement ces dimensions? Oui. Aujourd'hui, lors de mes consultations ou en règle générale, quand je reçois des enseignements des êtres de lumière qui m'entourent, je ne sais le faire sans musique. Pour moi, la musique est essentielle. Elle me permet vraiment de me connecter instantanément sur une autre planète. C'est essentiel, je pense, oui. En tout cas, pour moi, mais pour de nombreuses personnes, je suis certaine que la musique permet ce lien très facilement. Alors vous parlez de clairaudience tout à l'heure. Comment ça se traduit? Alors, ça se traduit par des pensées ou alors des voix télépathiques que l'on entend, parce que moi j'en ai entendu 2 ou 3 voix télépathiques et on les entend comme si quelqu'un nous parlait là, tout de suite à côté. Sauf qu'on n'a pas l'impression que ça vient des oreilles, on a l'impression que ça vient de partout. Est-ce que c'est ça ou alors est-ce que c'est des pensées? Alors, il existe ces deux cas. Concernant les pensées, je pense que lorsque vous recevez des informations de façon très claire, comme une pensée, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous sentez bien que c'est pas à l'extérieur. Ici, vous êtes vraiment en lien avec votre âme, votre part divine, votre guide intérieur, qui vous transmet une information de façon spontanée, c'est-à-dire que votre mental ne prend pas part à cette information. Vous n'avez pas pu la conceptualiser, l'intellectualiser. Donc, c'est un langage qui est très intérieur, qui est très clair et qui est juste. Ensuite, il y a ces éléments qui peuvent venir de l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez réellement la sensation qu'un être vient vous souffler des mots, il y a un son de voix qui est différent, vient vous souffler ces informations à votre oreille. Donc ce sont deux choses différentes, que je connais bien, l'une et l'autre. Comment faire la différence? C'est ça? Alors, c'est une question de discernement. Il n'y a pas de règle pour cela, c'est une question de ressenti, comme une évidence. Vous percevez, vous recevez, quand les messages viennent de l'extérieur, une sensation spécifique, une sensation de légèreté, une sensation d'amour, une sensation d'élévation en fait, qui vous donne telle une signature vibratoire de vos guides. Et plus vous allez demander d'ailleurs à recevoir ces informations, plus par ce ressenti, vous apprendrez à discerner ce qui vient de l'extérieur et ce qui émane de votre âme, de votre part divine. Alors, la voix télépathique, c'est autre chose. La voix télépathique, c'est quelque chose qui s'impose spontanément à vous, avec une force, parce que j'en ai reçu 2 ou 3, j'ai fait un bond, à un moment donné, j'ai dit oui, ça va, j'ai compris. Parce que là, je l'entendais comme si quelqu'un me parlait dans le creux de l'oreille, là, tout de suite, comme on se parle au téléphone en ce moment. Oui, tout à fait. Donc, c'est différent. Oui. Et vous recevez comme ça des voix télépathiques? Oui, c'est
quelque chose qui s'impose en Oui. fait à vous, à ce moment-là. Je crois que finalement, moins vous cherchez à développer cela, plus cela se fait de façon tout à fait naturelle. À partir du moment où vous acceptez d'écouter et d'entendre, vos guides spirituels qui vous entourent choisiront le meilleur moyen de vous transmettre des messages. Et parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'être secouées un petit peu. Et tout d'un coup, pouf, une information arrive et ça s'impose à vous. De façon, je ne vais pas dire brutale, mais en tout cas de façon à ce que ce message vous interpelle et vous fasse réfléchir. Et oui, bah ça, pour s'imposer, ça s'impose. Il secoue de l'autre côté quand même, à certains moments. Oui, on peut le dire comme ça, mais en tout cas, lorsque il y a un petit clignotant en rouge qui se met à fonctionner, c'est souvent, en tout cas, pour vous permettre de prendre une bonne direction. J'ai deux exemples, en fait, parce que j'en ai pas entendu non plus souvent, 2 ou 3 exemples. Une fois, j'ai essayé de faire des tentatives de sortie de corps, et puis je voyais, ça flottait, ça bougeait, et puis peut-être que je serais sorti, je sais pas si ça aurait véritablement marché, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit viens là. Alors ça a tout arrêté, ça a vraiment tout arrêté, mais la voix comme si quelqu'un me parlait, quoi, vraiment. Et puis la deuxième, j'étais dans un moment un peu comme en charnière comme ça où tout allait mal, où il fallait que je prenne des décisions, où il fallait que je me débarrasse de certains personnages qui étaient un peu perturbants pour moi, et il fallait vraiment que je fasse quelque chose, et une voix m'a dit Alain, comme ça. Je l'explique souvent cette histoire. Il est 5 heures du matin, il fait très chaud, le chien aboie à côté. Si vous vous y mettez aussi, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir dormir. Mais je m'en souviens encore, il y a 3 ans. Et en fait, c'était pour que je prenne une décision, pour que je fasse le ménage. Et il est vrai que quelques jours après, j'ai fait vraiment le ménage. J'ai tout repris en main. Oui. Donc c'est dans des conditions comme ça que ça se passe. Oui, alors les guides interviennent réellement en fait pour amener leurs protégés à accomplir ce qu'ils ont choisi dans leur incarnation. Les êtres de lumière sont extérieurs à notre temps et à notre espace. Ils voient en fait l'intégralité du travail que nous faisons avec eux, alors que nous ne voyons qu'une étape après une autre. Alors à chaque fois que nous faisons un pas dans une direction, ils ont la capacité de les projeter en fait dans le futur, dans toutes les directions, et de voir cela comme un acte achevé, en explorant ainsi toutes les probabilités. Et en ayant cette vue d'ensemble, ils peuvent nous aider à voir où mènent nos choix et à trouver les voies appropriées. Et lorsque nous sommes sourds et aveugles, parfois, ils nous donnent des éléments en tout cas pour... on a toujours l'impression que nous allons mener notre vie comme nous l'entendons, etc., etc. Puis il y a aussi des moments où nous sommes perdus, mais en tout cas à ces moments-là, ils nous donnent quelques petits éléments forts pour nous permettre de prendre une direction. Ils regardent, eux, de plusieurs manières ce que nous sommes en train d'établir. Ils sont aussi en mesure de reconnaître l'intensité de notre intention, la clarté de notre désir. Ils peuvent voir s'il est possible d'obtenir ce que nous souhaitons. Mais comme nos propres actions peuvent varier, ce sont à des moments clés de nos vies, des moments précis, qu'ils vont apparaître d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'ils apparaissent tous d'une manière ou d'une autre pour chacun d'entre nous sur Terre. Ce lien avec ce monde invisible, avec ces êtres de lumière, nos guides, est quelque chose d'extrêmement précieux. Ils sont là pour l'essentiel, en fait. Oui, pour l'essentiel. Sachant que notre univers, à nous en tant qu'humains, est quand même un univers de causes et d'effets. Oui. Et si à chaque fois nous nous considérons comme victimes, eh ben nous allons sans cesse interpréter les choses, en tout cas ce qui arrive, de façon à croire que nous sommes des victimes, et nous continuerons à nous sentir persécutés. Et je crois que nos guides aiment nous faire grandir dans l'autonomie et nous permettre de développer notre propre discernement, notre libre arbitre, et de poser des actes constructifs dans nos vies, pour nous. Il n'y a pas de jugement. Aucun.
Le jugement n'existe pas. C'est quelque chose de très, très humain. Nous passons notre vie à nous juger. C'est la première chose que nous devons travailler, éviter de nous juger. C'est vrai qu'ici, dès qu'on arrive au monde, on a des règles qui sont établies par les parents, par la société. C'est très difficile aussi de sortir on est jugé sans arrêt ici. Oui, et là pour le coup, c'est de notre ressort, hein. C'est notre travail d'en sortir. Selon moi, le jugement est juste une opinion personnelle, favorable ou défavorable, portée sur quelque chose ou quelqu'un. Juger, c'est apprécier quelque chose selon notre propre opinion, selon nos idées, nos avis, nos filtres. Alors, sachant cela, vous comprenez parfaitement que votre jugement n'est surtout pas la réalité. En fait, nous avons notre vérité. Votre jugement sert à votre ego, hein, peut-être. Avez-vous eu l'occasion déjà de parler de l'ego, mais oui, absolument. Ouais. Nous possédons tous un inconscient sans exception. Nous possédons tous un système, un schéma de fonctionnement inconscient, et nous cherchons les éléments dont nous avons besoin pour valider ce en quoi nous croyons. Alors que le monde qui nous entoure personnellement est le reflet de nos croyances, de nos programmations, de nos pensées inconscientes. Et à partir du moment où on intègre cette donnée, nous devenons responsables de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous prenons conscience que si le monde autour de nous ne va pas bien, ce n'est pas le monde que nous devons changer, c'est nous-mêmes. Individuellement, oui. Oui, parce que nous vivons en fait notre vérité, notre réalité, nos pensées, et en aucun cas celle de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de réalité au sens large. Il n'y a pas une seule réalité en tout cas. Pour autant, il y a des règles à suivre, mais finalement, on est quand même dépendant des autres. Ici, on est comme dans une co-création. Donc, on est dépendant des autres. Il y a des choses qu'on voudrait pas faire, et finalement, c'est quand même les autres qui sont là, qui nous influencent. Oui, c'est très difficile de ne pas se faire happer par la masse, en fait. Oui. Surtout si nous rencontrons des personnes qui aussi parfois portent le même jugement que le nôtre. Et alors du coup, on a la sensation de croire que nous avons raison et puis de détenir une vérité. Je crois que ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est surtout de ne pas imposer sa vérité. C'est complètement faux. C'est beaucoup plus difficile finalement de sortir du jugement que d'oser se positionner en tant que soi-même. Mais il y a une vérité universelle. Je ne sais pas. Une vérité universelle. C'est difficile de répondre à cette question. Parce qu'en fait, finalement, sans rentrer dans la religion bien entendu, quand Jésus est venu donner ses messages, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras. Bon, c'est quand même une ligne directrice. Oui, alors là-dessus, je vais partager mon point de vue avec vous, mais qui a mis en place, a écrit cette histoire? Je ne crois pas que les personnes, les êtres accomplis, tels Jésus, tel Bouddha, etc., ont voulu imposer quoi que ce soit. Ce sont les hommes qui s'en sont servis peut-être à mauvais escient. Je ne suis pas certaine que les écrits que nous possédons aujourd'hui sont une vérité universelle. Oui. Mais dans les grandes lignes, je veux dire, c'est vrai qu'on va pas aller tuer son voisin, quoi. C'est non. pas possible. Voilà, on exagère là. C'est effarant quand on voit toutes ces guerres, tout ce qui se passe ici sur cette planète, mais c'est affolant, quoi. Oui, mais je crois qu'il est important aussi de savoir que la façon dont nous jugeons les autres est souvent à l'image dont nous nous jugeons nous-mêmes. Si quelqu'un juge beaucoup, c'est aussi quelqu'un qui se juge très sévèrement et je crois qu'il est bon de sortir véritablement du jugement d'abord envers soi-même et on aura beaucoup moins peur de juger la terre entière comme ça. C'est vraiment le premier travail personnel en tout cas sur son ego, sur son schéma de fonctionnement que nous devons de faire. On se compare trop, soit positivement, soit négativement. L'autre est toujours mieux ou pire. Nous concevons mal ce qui est notre valeur et la valeur de l'autre, etc., etc.
On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous parlons médiumnité en compagnie de Barbara Roussel, mais sans juger, on peut pas cautionner. On peut pas cautionner la torture, on peut pas cautionner la guerre, on peut pas cautionner, moi quand je vois ce que je vois, c'est pas possible, moi je peux pas admettre la souffrance, c'est pas possible. Peut-être il est bon de sortir du jugement et d'apprendre à se positionner, c'est-à-dire je prends position dans tous les domaines, que ce soit en exprimant mon ressenti. Vous pouvez ne pas être d'accord avec une personne et vous pouvez en même temps la respecter, c'est-à-dire vous pouvez ne pas la juger et vous pouvez lui expliquer que vous n'êtes pas d'accord, que votre ressenti est terrible, même si vous ne la comprenez pas. Je crois que lorsque l'on s'engage dans une direction quelle qu'elle soit, de toute façon, il est bon de cultiver la tolérance, la compassion, l'acceptation, la reconnaissance, la souplesse, la douceur. En tout cas, personnellement, vivre sans se laisser mener par son ego, pour moi, est très doux, très agréable, enrichissant et reposant. Lorsque l'on sort du jugement, on n'a plus peur du jugement de l'autre et de nombreuses barrières. Alors c'est comme ça qu'on peut concevoir l'éducation des enfants, en leur expliquant que si on fait une action négative, eh ben on va voir le retour du boomerang, quoi. Exactement. On récolte ce qu'on sème. Ça fait partie des mantras. Et je crois qu'il y a une notion d'exemple aussi. Je crois qu'il est bon aussi de vivre les choses. Le fait de dire ou de lire, bon, un livre peut changer une vie, mais le fait d'expliquer beaucoup de choses, c'est vraiment très très bien, mais le fait de le vivre réellement donne aussi l'exemple. La notion d'exemple, pour moi, est vraiment très importante. Alors, sur votre site internet, vous parlez de la loi du karma. Oui. Et vous pouvez nous expliquer comment vous concevez justement cette loi du karma? Eh bien, c'est exactement ce dont on vient de parler. Pour moi, c'est très très simple. J'explique dans cette vidéo que le karma, c'est une sorte de disque dur, comme un ordinateur, où est mémorisée chacune de nos actions, mais bien plus loin que ça, chacune de nos vies et chacun de nos actes. Ainsi, eh bien, lorsque nous décidons de nous incarner dans nos vies, nous avons en sac à dos sur nos épaules ce karma. Et effectivement, souvent nous avons des choses à régler, ce qu'on appelle des liens karmiques, c'est-à-dire que nous allons nous réincarner et vivre des expériences avec des personnes avec qui peut-être auparavant nous avons eu des relations très fortes et douloureuses, ou des relations amoureuses aussi très fortes, et nous décidons de nous réincarner ensemble pour grandir ensemble dans cette vie présente. Donc je ne crois pas non plus que la notion de karma, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes me dire oui, j'ai vraiment pas de chance dans ma vie, je vis ça, c'est terrible, c'est mon karma. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, effectivement, nous avons une mémoire, effectivement, nous avons des choses à résoudre, mais nous sommes là pour ça. Et rien ne peut nous empêcher de réaliser ce que nous avons à accomplir, même si parfois c'est inconfortable. Pour moi, tout est possible, réellement. Est-ce que vous avez reçu des messages des entités qui sont de l'autre côté, justement, en ce sens, je veux dire, qui vous ont parlé de la loi de la réincarnation, du karma? Est-ce que vous avez reçu ce genre de message? Oui, alors j'ai compris de ce que l'on m'a enseigné du karma qu'il était nécessaire, très utile, pour que nous puissions acquérir certaines qualités que nous sommes venus chercher dans notre vie présente. Par exemple, j'avais été très surprise comme ça par une histoire que l'on m'avait racontée, venant du monde invisible, d'une âme qui pensait qu'elle avait besoin d'acquérir en elle
plus de compassion et qu'elle avait décidé de s'incarner dans un pays où l'on mourait de faim. Hein. Je vais faire court, mais en réalité, c'est un petit peu ça. Et nous, en tout cas humains, on pourrait avoir un regard très dur là-dessus, en ne comprenant pas ça, en disant mais pourquoi je suis là à mourir de faim? Et le but de notre âme est complètement différent. Donc il y a des choses que nous ne comprenons pas, parfois, en tant qu'humains, et de l'autre côté, que l'on nous explique parfaitement. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc nos choix d'âme, parfois, sont bien différents de ce que l'on imagine de notre perception humaine. Mais on est libre finalement de choisir quand même ce que l'on veut, comment travailler ici dans une incarnation. On prépare notre incarnation. On prépare réellement notre incarnation, notre plan d'incarnation avec nos guides spirituels avant de nous incarner sur Terre. Et évidemment, dans ces moments-là, c'est beaucoup plus facile pour nous de préparer ces plans parce que nous sommes enveloppés dans des plans où l'amour est totalement présent, où le non-jugement existe. Et nos seuls souhaits en tant qu'âme sont d'acquérir des qualités telles la compassion, la tolérance, l'amour, la joie. Et évidemment, nous allons choisir des plans d'incarnation et des expériences qui vont faire grandir ces qualités. Et en tant qu'humain, parfois, ça peut être un peu plus douloureux. Non, mais il y a des incarnations qui sont terribles ici. Oui. C'est vrai que, quelque part, ça peut effrayer quand même les gens. Hein. Moi, je me dis, mais des fois, quand je vois des gens, des souffrances, pas possible, mais je dis comment c'est possible, quoi. Je sais pas. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, comment Nicole Dron, je sais pas si vous connaissez Nicole Dron, qui a vécu une expérience, une NDE, et qui disait que de l'autre côté, on lui avait dit que, parce qu'elle, de l'autre côté, elle m'a dit, l'âme est exaltée, on voudrait tout prendre d'un seul coup, et pour plus avoir à revenir. Et on lui disait de l'autre côté que on ne pouvait porter ce que les êtres pouvaient supporter. Oui, c'est une réalité. Tout ce que nous vivons, ces éléments sont présents parce que les êtres qui nous entourent savent que nous pouvons dépasser cela, savent que nous avons cette force de vie qui vont nous permettre de vivre ces expériences. Jamais nous ne vivons quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de vivre. Par contre, il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui, notamment des jeunes, qui se suicident. Pour autant, visiblement, j'ai pas l'impression qu'ils vont jusqu'au bout du chemin. On peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes. Je vous disais tout à l'heure, et c'est une réalité, c'est beaucoup plus simple lorsque l'on est sur des plans supérieurs de décider d'un plan d'incarnation qui va nous sembler parfait pour nous, et lorsque l'on perd cette connexion avec le monde invisible, avec ses guides, avec son âme, naît cette dualité, cette opposition où l'on se sent abandonné et seul. Et parfois, ça va si loin que le choix d'une âme va être de mettre fin à cette incarnation. Ce qui est dommage parce que évidemment ce n'est pas la solution. Évidemment cette âme va devoir traverser, en tout cas durant un moment, un chemin qui va être un peu plus difficile, et évidemment cette âme devra parcourir à nouveau ce qu'elle avait choisi, mais qu'elle n'a pas réalisé. Donc c'est une perte de temps en fait. Ouais. Quelque part, il faut peut-être être prudent de l'autre côté, parce que bon, des guides spirituels peuvent très bien nous conseiller, mais si on n'est pas d'accord avec justement ce plan que nous proposent les guides spirituels, on a quand même le droit aussi, on a le libre arbitre, on a le droit de choisir aussi ce que l'on veut. Rien ne nous est imposé. Et vous savez, même dans la vie présente, rien ne nous est imposé. On ne nous force jamais. Le monde invisible ne nous forcera jamais. Si vous décidez d'un plan d'incarnation, c'est vous qui décidez avec vos guides spirituels. Ce ne sont pas vos guides spirituels qui vont vous imposer quoi que ce soit. On vous laissera ce temps de réparation, de régénération, cet élan, cette envie, et au moment où vous serez prêt, on vous y accompagnera, tout simplement. C'est ce qui explique aussi, vous savez, parfois
ces âmes qui s'incarnent et qui finalement, voyant les choses arriver au moment de la grossesse, rebroussent chemin. On explique aussi ça. Des fausses couches ou plusieurs événements comme ça où finalement cette âme recule et reviendra plus tard. C'est un exemple pour vous dire que jamais nous ne sommes forcés, jamais. Parce que quelque part, si on choisit nous-mêmes des incarnations mais vraiment qui sont plus raisonnables, avec moins de souffrance, peut-être que si on mène son chemin une fois incarné normalement, on peut peut-être être amené à rencontrer des situations ou des gens qui vont vous faire comprendre certaines choses sans pour autant passer par une incarnation très difficile. Exactement. Mais une incarnation devient difficile à partir du moment où l'on se positionne ainsi. C'est-à-dire que deux mêmes personnes vont pouvoir vivre une épreuve douloureuse et elles ne réagiront pas du tout de la même manière. C'est finalement comment je me positionne face à un événement douloureux. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je plonge dans des vibrations très basses et puis j'y reste un moment et puis du coup j'attire forcément, puisque je vous disais tout à l'heure, nous avons des vibrations uniques, nous émanons des vibrations uniques et nous attirons ce que nous vibrons. Donc à partir du moment où on intègre cela, c'est comment je me positionne. Est-ce que je tire une leçon de ce que j'ai vécu ? Est-ce que je prends position ? Est-ce que je pose un acte pour sortir de ça ? Ou est-ce que je m'abandonne, entre guillemets ? Comment se réconcilier avec son ego ? Alors, l'ego, la bête noire dont on entend souvent parler. Oui. Son ego. Moi, j'invite les personnes que je rencontre et qui ne savent pas comment se sortir de cet ego à faire connaissance réellement avec leur ego. C'est-à-dire que là, il s'agit de devenir ami avec son ego et de ne pas le détruire. L'ego, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il réagit ? Pourquoi il réagit suivant certaines réactions ? L'ego agit lorsqu'il se sent heurté, lorsqu'il se sent pas suffisamment aimé, lorsqu'il se sent pas suffisamment reconnu, lorsqu'il ne se sent pas pris en compte. Donc, la première chose que vous devez faire, le mot devoir, ça me plaît pas trop, mais je sais pas comment exprimer ça autrement, c'est de le prendre en compte. Plus vous allez prendre en compte votre ego, plus vous allez faire ami avec votre ego, moins il réagira de façon impulsive. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas, par exemple, suffisamment aimé, eh bien peut-être que déjà vous ne savez pas prendre soin de vous-même. Est-ce que vous pouvez vous apporter l'amour dont vous avez besoin ? Est-ce que vous savez vous choyer ? Est-ce que vous savez vous regarder en vous appréciant ? Vous voyez, c'est déjà super important. Si vous manquez de reconnaissance, est-ce que vous reconnaissez d'abord vos qualités ? Est-ce que vous cultivez votre estime de vous-même ? Est-ce que vous êtes vraiment en mesure de voir la personne, la belle personne que vous êtes, lorsque l'on se positionne ainsi, très très vite, petit à petit, l'ego se sent rassuré et il ne réagit plus de façon brutale, violente ou très impulsive aux événements extérieurs. Alors quand on passe de l'autre côté, on perd son ego ou on le garde ? Ou alors, parce que on nous dit que de l'autre côté, les personnes ont toujours la même personnalité. D'ailleurs, les médiums disent, on le reconnaît parce que il est comme ci, il était comme ci, il était comme ça. Et finalement, l'ego, c'est la personnalité. Oui, complètement. Et effectivement, on le garde, on le conserve. En tout cas, lorsqu'on passe dans des plans invisibles, autres que le plan terrestre, notre personnalité ne bouge quasiment pas. Parce que souvent, on a l'impression que une fois passé de l'autre côté, voilà, nous sommes parfaits, nous retrouvons ce monde angélique, mais non, pas du tout. Nous avons toujours notre caractère. Moi, quand je communique avec certaines âmes, je peux expliquer précisément aux personnes que je rencontre
la personnalité des âmes qui viennent me transmettre des messages. C'est-à-dire parfois on a des caractères qui ont beaucoup d'humour ou un caractère assez rude, une façon de s'exprimer différente. On perçoit réellement la personnalité d'une âme, tout comme l'on perçoit une personnalité différente dans le monde bien physique, complètement. Alors quand on change, quand on reprend un corps, qu'on s'incarne à nouveau, est-ce que cette personnalité, finalement, la précédente, je parle, on la retrouve où les choses se modifient en fonction de l'environnement, en fonction de l'éducation? Alors, il y a toujours des traces. Maintenant, c'est ce que je crois, mais oui, on la retrouve. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un caractère très indépendant, un caractère très fort ou très dominant, au fur et à mesure de ses incarnations, on retrouvera ce trait de caractère. Mais il se développera de manière différente au fur et à mesure de ses incarnations, selon la famille, selon les influences, le milieu dans lequel il est né. Peut-être aussi que les influences astrologiques, ils sont pour quelque chose. Oui, alors je ne suis pas astrologue, mais c'est une évidence, c'est-à-dire que on choisit le moment où l'on souhaite s'incarner, mais pas seulement, on choisit aussi son prénom, son nom et les lettres, les vibrations des lettres, les vibrations des chiffres ont une grande importance et définissent effectivement un trait de caractère, en tout cas une personnalité naturelle, évidente. Et oui, ce serait très très amusant si aujourd'hui on pouvait avoir la certitude de suivre les nombreuses incarnations d'une seule âme et de pouvoir scientifiquement, parce que c'est pas encore le cas, mais ce serait vraiment une aventure fabuleuse que de pouvoir prouver cela. Parce qu'il est vrai que si on habite dans le nord de la France, dans une ville où il pleut toujours, où on est soumis au stress par le travail, on va avoir une certaine réaction. Si on part aux Antilles, je sais pas, sur une plage, sur une île où il fait toujours beau, on sera complètement différent. C'est pour ça que les gens qui partent en vacances n'ont plus le même caractère quand ils sont à Paris, soumis par leur patron, dans le stress, dans les transports en commun, etc. Ils sont complètement différents. Oui, c'est la raison pour laquelle les âmes choisissent leurs parents, leur famille, le milieu dans lequel ils veulent vivre et effectivement le lieu. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que tout est défini, mais on choisit vraiment en tout cas les meilleures conditions. Quand je dis les meilleures conditions, c'est-à-dire les conditions les plus importantes qui vont nous nourrir, qui vont nous permettre d'accomplir ce que nous avons décidé de réaliser dans nos vies. Vous parlez également de l'ancrage. L'ancrage est essentiel. L'ancrage, selon moi, est le fait de s'enraciner sur Terre. C'est-à-dire que il y a des âmes qui décident de s'incarner d'un plan d'incarnation et qui, une fois arrivées sur Terre et une fois peut-être perdu cette connexion avec les plans supérieurs, cette dualité est là, cette solitude est là et sont dans le refus parfois de s'enraciner, c'est-à-dire de vivre réellement sa vie terrestre. S'enraciner, c'est faire descendre son être spirituel sur Terre. Et donc, c'est s'ancrer sur notre belle planète qui nous accueille de façon inconditionnelle. Et s'ancrer, c'est vivre concrètement en conscience ce que nous devons vivre chaque jour. C'est-à-dire, on mange en conscience, on construit sa vie, on se nourrit, on agit sans être 2 mètres perché au-dessus du sol tout au long de son incarnation. Pour moi, c'est ça, s'enraciner. Mais est-ce qu'on peut retrouver la connexion? Parce que on peut être très bien ancré, vivre une vie tout à fait normale ici sur Terre, faire ce que l'on a à faire, mais avoir de temps en temps justement la connexion, retrouver la connexion, parce que c'est très difficile d'être ici plombé, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment plombé ici. Est-ce qu'on peut retrouver la connexion? Bien sûr, on peut retrouver la connexion. Moi, j'accompagne des personnes dans ce sens. Il y a de nombreux outils. La première des clés essentielles est la méditation, c'est-à-dire pour recevoir, il s'agit d'être disponible, donc
de se centrer à l'intérieur de soi, d'apprécier ce silence et d'être à l'écoute. Il s'agit aussi de le désirer dans son cœur, parce que parfois certaines personnes ont très envie de cette connexion, mais peut-être pas à bon escient. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir pourquoi on veut se connecter au monde invisible. Ça peut être pour se rééquilibrer justement, parce que ici, je pense d'être ici dans cette vie très difficile, ça peut être quelque part un peu destructeur. Donc en ayant la connexion, ça permet de se reconnecter à la source et d'être apaisé pour pouvoir continuer à travailler normalement. Oui, et pour pouvoir continuer à évoluer. Oui, voilà, tout à fait. Toujours, oui, c'est tout à fait possible. Je parlais tout à l'heure de la méditation, mais il y a aussi de nombreux outils comme ça. Moi, j'enseigne l'écriture automatique, j'enseigne le channeling, donc c'est quelque chose qui permet réellement de développer son ressenti, ses sensations vis-à-vis du monde invisible, de développer la clairaudience, de percevoir l'énergie de la force vitale, de savoir comment ouvrir sa conscience. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous parlons médiumnité en compagnie de Barbara Roussel. Alors vous parlez également des enfants dans le monde invisible. Que font-ils ? Alors, dans cette vidéo, en fait, je parlais des enfants et du monde invisible. Oui. Pour aider les parents qui ont des enfants, qui parfois leur racontent ce qu'ils vivent, et les parents peuvent être effrayés de ce que leur racontent leurs enfants. Quand un enfant raconte à sa maman qu'il a joué avec son meilleur ami qui est invisible pour la maman, ou qu'il a vu sa grand-mère qui est partie vers d'autres plans quelques années auparavant, que sa grand-mère lui est venue lui raconter une histoire. Parfois pour les parents c'était assez déstabilisant. Et je raconte dans cette vidéo à quel point il est important d'être à l'écoute des enfants. Et de prendre en compte ces événements, parce que ce n'est pas seulement l'imagination. Moi, j'ai pas pu en parler beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo quand j'étais enfant, parce que on me disait pas oh là là, qu'est-ce que tu racontes, c'est ton imagination, mais c'était quelque chose qui était effrayant. Donc c'était devenu un peu un sujet, fallait pas en parler, un sujet tabou. Mais en même temps, cet enfant, du coup, se sent bien seul. Et au fur et à mesure des années, s'il n'a pas cette écoute, il peut perdre du coup cette connexion, parce que nos parents, ce sont au départ nos sauveurs, ce sont des dieux pour nous. Oui, alors, c'est vrai. Si nos parents nous disent ben non, écoute, arrête, tu racontes des histoires. On les croit. On te croit pas, et cette connexion qui est tellement privilégiée avec notre famille spirituelle, il peut vraiment s'amoindrir, et c'est pas le but. C'est pas le but. La famille de sang, la famille terrestre est importante, mais la famille spirituelle est tout aussi importante. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se coupe tous de cette connexion d'une manière générale, globale, parce que dès qu'on arrive ici, les enfants disent bon, j'ai vu ça, et finalement on leur dit tais-toi, et ça y est, on ferme les verrous, quoi, on met les verrous. Exactement. Et nous arrivons dans une époque, en tout cas actuellement, où vraiment il est fini le temps de se cacher. Et ces événements, ces expériences que vivent nos enfants sont réelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, la Terre est une planète qui attire énormément d'âmes qui souhaitent s'incarner. Et nos jeunes enfants ont une connexion parfaite avec le monde invisible. Donc il est de notre devoir de les accompagner, parce que, en tout cas, de leur rappeler d'où ils viennent, de cette source. Ils sont venus participer à la construction de ce nouveau monde. Alors vous parlez également des orbes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les orbes ? Oui, alors ce sont des énergies.
des énergies qui viennent à certains moments donnés et surtout pour certaines personnes qui viennent se montrer. Alors ça peut être au travers d'une photo, mais pas seulement. On peut vraiment les voir. Alors on voit ces merveilleux et beaux cercles, parfois de couleurs, parfois d'un blanc lumineux, parfois pailleté. Ce sont des énergies de lumière qui se montrent comme un cadeau, comme un clin d'œil pour valider l'existence du monde invisible. De toute façon, nous sommes dans une époque où le monde invisible est de plus en plus présent et où il le sera de plus en plus. Alors là, je confirme, puisque les orbes, moi, je les vois à l'œil nu. J'en ai vu une qui vient de passer, justement. Il suffit qu'on en parle pour qu'elles arrivent. Il y en a de toutes sortes, des bleus turquoises, des bleus clairs. Il y en a d'autres qui sont complètement différentes. C'est des pointes, lumineuses. Voilà, c'est un peu féerique, hein. Oui, et il fut une époque où on ne pouvait les observer, en tout cas, c'est ce que l'on disait, qu'au travers des photos, par exemple. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les personnes qui voient des orbes à l'œil nu n'ont pas besoin non plus d'avoir des capacités extrasensorielles hyper développées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive vraiment dans une époque où ces énergies souhaitent partager leur présence, souhaitent se montrer. Et c'est donc fabuleux parce que vous voyez, vous venez de le vivre, donc c'est génial, de plus en plus... Moi, je les vois tous les jours, pratiquement depuis 2 ans. Oui. Voilà, donc depuis 2 ans, je les vois. Quelquefois, elles viennent pas. Elles sont absentes pendant 24 heures. Alors je leur dis, qu'est-ce que vous faites? Vous me boudez? Vous êtes plus là? Qu'est-ce qui se passe? Mais donc, on peut considérer que ce sont des entités, ce sont des personnes qui sont là et on perçoit leurs énergies. C'est ça? Oui, tout à fait. Ce sont des énergies de lumière. Et par exemple, un médium va pouvoir apercevoir ça, et puis cette énergie aussi peut prendre une forme différente. Une personne qui n'a peut-être pas développé pleinement ses capacités extrasensorielles aura ce cadeau de pouvoir observer cette boule de lumière, parce que c'est vraiment quelque chose de beau. C'est lumineux, c'est lumineux. Et c'est très drôle, hein. On en a des fois dans la main, on en a des fois sur l'ordinateur, au fond de la pièce. Elles sont à différentes distances. Oui. Hein, elles sont pas, voilà. Elles arrivent, elles repartent aussitôt, mais qui sont à différentes distances dans la pièce. Oui, alors tout dépend en fait aussi de votre vision. Moi j'aime bien appeler ça la vision du rêve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous observez quelque chose avec vos yeux, mais plus avec votre... j'allais dire avec vos yeux, mais plus avec vos yeux. C'est-à-dire que vous avez vraiment une vision parallèle. Voilà, c'est ça, oui. Moi, je vois que c'est pas avec les yeux, hein. C'est comme une fréquence. Je peux pas dire. C'est comment? C'est une autre dimension. On le voit. Oui. Et vous savez, c'est exactement la même chose pour un médium lorsqu'il voit une forme, une entité ou une âme qui se présente à lui. C'est-à-dire que nous observons dans la pièce ou dans l'endroit où on se trouve quelque chose et c'est pas que c'est flou, mais il y a une espèce de deuxième vision qui se met en place. Et vous allez voir concrètement quelque chose avec vos yeux, mais sans vos yeux, et puis la personne d'à côté ne va pas le voir. C'est ce qu'on appelle le troisième œil. Oui. Tout à fait. Vous parlez aussi sur votre site internet, vous dites se centrer dans le cœur. Alors se centrer dans le cœur, ça passe par quoi? Ça passe par l'émotion, par le sentiment d'amour. Se centrer dans son cœur, c'est sortir du concept intellectuel complètement. Lorsque vous agissez en pensant au travers de votre mental que en agissant ainsi, de cette manière, d'une manière ou d'une autre, vous obtiendrez tel ou tel résultat, vous n'êtes pas centré dans votre cœur. Lorsque vous vous centrez à l'intérieur de vous, et peut-être donner cet élément pour tout le monde, c'est-à-dire lorsque vous vous focalisez vraiment dans cette zone qui est le cœur, dans votre chakra cœur, et que vous êtes attentif aux ressentis, aux émotions que cela provoque en vous, vous avez une réponse du cœur. C'est complètement différent que de votre raisonnement mental. D'accord. Alors vous organisez des contacts avec les disparus. Comment ça se passe une soirée contact? Alors, ça se passe d'une manière complètement naturelle. Déjà,
il est important de savoir que lorsque une personne souhaite avoir des nouvelles d'un proche défunt, il n'est pas obligatoire que ce défunt se présente à ce moment-là. Déjà, c'est un cadeau. Lorsque nous recevons un message, c'est un cadeau. Et parfois c'est possible et parfois ce n'est pas le moment, ni pour la personne, ni pour l'âme qui est occupée aussi à ce moment-là. En même temps, jusqu'à présent, j'ai toujours eu vraiment le plaisir, la joie intense de ne pas avoir d'absence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai organisé une soirée, à chaque fois, les personnes étaient au rendez-vous sur les deux plans. Voilà, donc déjà, merci l'univers, parce que pour moi, c'est toujours une joie de transmettre un message. Et ça se passe comment ? Eh bien, ça se passe sans aucune réflexion. Je transmets ce que je ressens, je transmets les mots, je transmets ce dont les personnes ont besoin au moment présent. Je ne fais pas une quelconque recherche intellectuelle, je laisse faire les choses. Et vous avez eu des contacts assez pertinents, je veux dire, où les personnes qui étaient dans la salle ont été vraiment très surpris? Oui, alors forcément, il y a toujours des personnes aussi qui sont attirées par ce type d'événement, mais qui en même temps doutent. Et puis aussi des personnes curieuses. J'ai le souvenir comme ça, j'ai organisé un atelier comme ça pour des contacts et puis l'écriture automatique, enfin tout un tas de choses ce jour-là. Et puis un groupe de personnes est venu, c'était des médecins et puis un chirurgien et puis un pédiatre, enfin des personnes de formation très scientifique qui venaient par curiosité et qui ont reçu des messages tellement puissants en fait dans l'amour et émotionnellement qu'ils sont repartis transformés, j'ose dire ça, mais oui, je pense que ça a été un élément qui a été vraiment déclencheur dans leur vie et ont eu un autre regard. Et c'est tant mieux. Si l'univers m'a envoyé ces personnes, c'est qu'elles avaient vraiment besoin de ces éléments, surtout dans les métiers qu'elles exercent. Et je sens vraiment, en tout cas moi je rencontre des personnes dans tous les domaines, avec des métiers parfois bien différents, mais des métiers aussi très très scientifiques. Et je sens vraiment cette ouverture de conscience qui se met en place dans tous les domaines. Est-ce que vous avez des projets ? Oui, beaucoup. beaucoup de projets. Eh bien, j'ai le projet, je suis en train là d'écrire un livre sur tout ce que j'ai vécu et puis surtout sur le fait de pouvoir accepter sa médiumnité. Parce que moi, j'ai mis du temps quand même à assumer cela. Et puis, donc, j'espère au travers de ce livre pouvoir apporter, inspirer certaines personnes qui vivent le même processus que le mien et puis qui n'osent pas se montrer. C'est-à-dire que j'aimerais passer ce message que aujourd'hui nous sommes vraiment dans une époque où il est bon de contribuer et de ne plus se cacher, et de contribuer à la construction de ce nouveau monde. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs ? Acceptez pleinement qui vous êtes. Vraiment, je rencontre beaucoup de personnes qui parfois hésitent, ne savent pas ou rencontrent des difficultés. À partir du moment où elles acceptent et où elles ont le courage, parce que c'est une forme de courage, de reconnaître sa lumière, de la partager, de rayonner sur cette planète. Toutes les portes s'ouvrent, c'est beaucoup plus fluide. C'est sûr. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site ? Oui, c'est barbara-roussel.com. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre site Internet ? Eh bien, vous pouvez trouver de nombreuses vidéos à ce sujet où j'explique un tas de choses de façon tout à fait gratuite. On peut retrouver aussi, j'ai construit ça parce que je trouve le film très parlant, on y trouve un tas de films très intéressants sur la spiritualité et puis tout un tas d'autres choses. En tout cas, je vous invite à le visiter.
D'accord. Merci Barbara Roussel d'avoir participé à cette émission à la clé du mystère. C'était très passionnant. Je vous dis à très bientôt et vous nous sonnez quand vous aurez écrit votre dernier ouvrage. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite le meilleur à tous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.